Conte et raconte la hache magique. Il était une fois un homme qui avait 3 fils, Per, Pal et Espen. À part ses 3 fils, il n'avait rien d'autre. Il était pauvre, si pauvre qu'il ne possédait même pas une bourse dans laquelle il aurait pu ranger une petite piécette. Voyant l'avenir bien sombre promis à ses enfants, leur père n'avait de cesse de les inviter à partir explorer le vaste monde pour qu'ils gagnent leur pain. Or, dans une contrée voisine, se trouvait le palais du roi. Et juste devant les fenêtres du roi, un chêne avait poussé. C'était un chêne si grand et si imposant qu'il empêchait toute lumière de pénétrer à l'intérieur du palais royal. Et désormais, toutes les pièces étaient sombres. Le roi avait promis une grande récompense à quiconque réussirait à abattre cet arbre. Mais pourtant, personne n'y parvenait, car cet arbre était magique. Et dès que la moindre branche était coupée, 2 nouvelles branches poussaient à sa place. De plus, le puits de ce palais était tari depuis plusieurs années. Le roi avait promis une forte récompense à quiconque parviendrait à en creuser un nouveau. Mais personne ne réussissait, car le palais royal était situé sur une colline escarpée et à chaque fois qu'il creusait ne serait-ce que quelques centimètres, les prétendants tombaient sur la roche la plus dure qu'il soit. Le roi, las de voir l'impasse dans laquelle il se trouvait, fit proclamer dans tout le royaume et dans les contrées alentours que celui qui réussirait à abattre le grand chêne et à creuser un puits fournissant assez d'eau pour tout le palais recevrait la main de la princesse et la moitié du royaume. Bien sûr, nombreux furent ceux qui vinrent tenter leur chance, mais aucun, malgré tous les efforts déployés, ne réussit à accomplir ses tâches. Elles semblaient impossibles. Le chêne devenait de plus en plus fourni à chaque coup de hache, et la roche était à peine entamée par les nombreux coups de pioche. Finalement, les 3 frères décidèrent de tenter leur chance eux aussi. Leur père en était très satisfait, car même s'il ne gagnait pas la main de la princesse et la moitié du royaume, il espérait au moins qu'il pourrait trouver un emploi au sein de la capitale. Et ainsi, Per, Pal et Espen partirent ensemble. Après avoir marché un certain temps, ils pénétrèrent dans une forêt de sapins, au centre de laquelle se dressait une colline escarpée. En passant près de la dite colline, ils entendirent un bruit étrange. C'était comme des coups répétés qui venaient du haut de la colline. « Je me demande bien ce qui fait ce bruit là-haut, » dit Espen. « Ah, tu es toujours aussi curieux !» répondirent Per et Pal. « Il n'y a rien d'étonnant, c'est sûrement un bûcheron qui fend du bois. » « J'ai quand même envie d'aller voir ce que c'est, » dit Espen. Et il se mit en devoir de grimper en direction de cet étrange bruit. « Allons, tu vas glisser et te fatiguer inutilement !» lui crièrent ses frères. Mais Espen ne leur prêtait déjà plus attention. Il monta la colline et, en arrivant, vit que le bruit provenait d'une hache, qui, comme par magie, frappait et coupait toute seule le tronc d'un sapin. « Bonjour, » dit Espen. « Tu es ici à couper toute seule ?»« Oui, » répondit la hache. « J'ai coupé ici pendant de nombreuses années en t'attendant. »« Eh bien, me voilà, » répondit Espen. Il prit donc la hache et la rangea dans son sac. Quand il revint auprès de ses frères, ils se moquèrent de lui et éclatèrent de rire. « Ah ah, alors qu'as-tu vu d'étrange là-haut sur la colline ?» demandèrent-ils. « Oh, c'était juste une hache, » répondit Espen. Ils continuèrent leur route et arrivèrent sous une falaise rocheuse. Là-haut, ils entendirent comme un grattement sur la pierre. « Je me demande bien qui creuse et gratte en haut de cette falaise, »
dit Espen. « Te voilà encore à te poser des questions !» dirent Père et Pâle. « Tu n'as jamais entendu des oiseaux picorer sur les pierres auparavant ?»« J'ai quand même envie d'aller voir, » dit Espen. Et même si ses frères se riaient de lui, il escalada la falaise. En arrivant, il vit qu'il s'agissait d'une pelle qui creusait toute seule dans le sol. « Bonjour, » dit Espen. « Tu es ici à creuser toute seule ?»« Oui, » répondit la pelle. « J'ai creusé ici pendant de nombreuses années en t'attendant. »« Eh bien, me voilà, » répondit Espen. Il prit la pelle et la rangea dans son sac. Et lorsqu'il revint auprès de ses frères, ceux-ci se moquèrent à nouveau de lui. « Alors, tu as vu quelque chose de bizarre ?» demandèrent-ils. « Oh, ce n'était rien de spécial, juste une pelle qui creusait, » répondit Espen. Enfin, ils arrivèrent au palais du roi. Comme tous les jeunes gens du pays, ils furent reçus au château pour tenter leur chance. Mais là, ils apprirent que le roi, furieux de voir que personne ne réussissait, avait ordonné que tous ceux qui échouent soient envoyés en prison. Cela ne refroidit pas leur ardeur pour autant. Père l'aîné tenta sa chance, le premier. « Vous serez bien forcés de m'obéir quand j'aurai la moitié du royaume !» dit-il à ses frères avant de commencer. Il choisit donc sa plus belle hache, mais hélas, malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à entamer le chêne et fut mis en prison. Pâle, à son tour, voulut essayer, mais, comme son frère, il vit ses efforts bien mal récompensés et fut jeté en prison. Il ne restait donc qu'Espen, qui, lui aussi, voulut essayer. Il sortit de son sac la hache trouvée dans la forêt, la plaça au pied de l'arbre et lui dit « Coupe cet arbre !» La hache se mit en mouvement et elle coupa le chêne si vite qu'il était à terre avant que le roi ne pût s'en rendre compte. « C'est bien, » dit le roi, « mais pour épouser ma fille et avoir la moitié de mon royaume, tu dois également creuser le puits. Sinon, tu iras en prison comme tes frères. » Espen prit alors la pelle dans son sac, la posa sur le sol et dit « Creuse un puits. » La pelle creusa tant et si bien que quelques instants après, le puits était prêt et se remplissait d'eau à vue d'œil. Alors Espen reçut la main de la princesse et la moitié du royaume. Il fit libérer ses frères qui, confus de s'être moqués de la saine curiosité de leur frère, s'en furent annoncer la nouvelle à leur père. Leur petit frère Espen était désormais le prince du royaume. Conte et raconte Jacques et le haricot magique. Il était une fois, dans un petit village niché entre des collines verdoyantes et une forêt touffue, un garçon nommé Jacques. Il vivait avec sa mère dans une modeste chaumière à l'orée du village. La vie n'avait jamais été facile pour eux. Le père, un homme brave et aimant, avait disparu lorsque Jacques n'était qu'un tout petit garçon, les laissant seuls avec leur vache, Marguerite, qui était la dernière richesse de la famille. Cette grande vache aux yeux doux et au pelage crème leur donnait du lait chaque jour, un plein bidon. Ils le vendaient au marché afin de gagner de quoi subsister. Bref, s'ils pouvaient survivre à chaque jour, c'était bien grâce à Marguerite. Pourtant, les temps devinrent encore plus durs. Un été, la sécheresse frappa la contrée. Les champs se flétrirent, les rivières s'amenuisèrent et les animaux souffrirent. Marguerite ne produisait plus une seule goutte de lait. La réserve de farine s'épuisait et la vieille marmite dans laquelle la mère de Jacques préparait les soupes, pourtant déjà bien maigres, résonnait de plus en plus vide. Un matin, après un petit déjeuner où il n'avait trouvé que quelques miettes pour se nourrir, la mère de Jacques lui dit tristement « Jacques,
Mon garçon, nous n'avons plus le choix. Tu dois emmener Marguerite au marché et la vendre. Obtiens-en un bon prix, s'il te plaît, car elle est tout ce qui nous reste. » Jacques sentit son cœur se serrer à l'idée de se séparer de Marguerite, mais il savait que sa mère avait raison. Alors il caressa doucement le museau de sa compagne des mauvais jours, lui passa une corde au cou et se mit en route vers le marché du village. Le marché, ce jour-là, bourdonnait d'activité. Les marchands criaient leurs prix, les enfants couraient entre les étals, et les odeurs de pain chaud et d'épices flottaient dans l'air. Mais Jacques, concentré sur sa mission, avançait avec Marguerite, cherchant un acheteur potentiel. C'est alors qu'il croisa un vieil homme, étrange, vêtu d'un manteau, certes usé, mais néanmoins orné de motifs qui scintillaient sous le soleil. Ses yeux pétillaient de malice, et il portait un grand sac en bandoulière qui semblait rempli d'objets mystérieux. « Bonjour, jeune homme !» lança le vieillard en s'arrêtant devant Jacques. « Quelle belle vache tu as là! Serait-elle à vendre ?»« Oui, monsieur, » répondit Jacques poliment, « mais je dois en obtenir un bon prix, car c'est tout ce que nous possédons. » Le vieil homme sourit de toutes ses dents. « Un bon prix, dis-tu ? Que dirais-tu de ces haricots magiques ?» Il plongea une main osseuse dans son sac et en sortit 5 haricots, luisants comme si on les avait lustrés pendant des heures. Jacques les fixa, fasciné, mais un peu perplexe. « Des haricots ?» s'exclama-t-il. « Mais ma mère attend de l'argent, pas des graines. » Le vieillard agita les haricots devant lui. « Ah, mais ce ne sont pas de simples graines, jeune homme. Ces haricots sont magiques. Plante-les au coucher du soleil et attends de voir ce qui arrivera au matin. » Jacques hésita. Il n'avait jamais cru aux contes de magie. Mais quelque chose dans les yeux du vieil homme le convainquit. Peut-être était-ce le désespoir ou un instinct qu'il ne comprenait pas. Toujours est-il qu'il tendit la corde de Marguerite au vieillard, et ce dernier lui remit les haricots. « Souviens-toi, mon ami, au coucher du soleil. » Le soir venu, lorsque Jacques rentra à la maison et montra les haricots à sa mère, elle entra dans une colère noire. « Des haricots !» cria-t-elle en serrant les poings. « Tu as échangé notre vache pour des haricots! Nous n'avons plus rien, Jacques! Rien !» Elle jeta les haricots par la fenêtre, et Jacques, honteux, alla se coucher le ventre vide. Il se sentait stupide et coupable, se demandant pourquoi il avait cru ce vieil homme. Et pendant ce temps, par la fenêtre, on voyait les derniers rayons du soleil disparaître à l'horizon. Au matin, lorsque Jacques se réveilla, quelque chose avait changé. Habituellement, sa chambre était baignée de la lumière du soleil levant, mais aujourd'hui, une certaine pénombre régnait, comme si quelque chose empêchait la lumière de passer. Jacques courut à la fenêtre et écarquilla les yeux. Là où les haricots avaient été jetés, une plante immense s'élevait jusqu'au ciel. Un plant de haricots. Ses tiges étaient épaisses comme des troncs d'arbres et ses feuilles larges comme des voiles. Ce plant était si grand que son sommet disparaissait dans les nuages. C'était une vision à couper le souffle, à la fois terrifiante et magnifique. Curieux, Jacques sortit de la maison et s'approcha de l'énorme plante. En la voyant si grande et en observant ses branches qui se perdaient dans les nuages, lui vint une irrépressible envie d'escalader. Que pouvait-il y avoir là-haut, au-dessus des nuages ? L'occasion était trop belle de le découvrir. Alors il attrapa une tige et se hissa, une main après l'autre, un pied après l'autre. Il entama sa longue ascension. La montée était éprouvante, mais chaque fois qu'il regardait vers le haut, il voyait le sommet s'approcher. Les heures passèrent et Jacques finit par traverser une couche épaisse de nuages. Et lorsqu'il émergea, il découvrit un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Au-dessus des nuages s'étendait une terre luxuriante, baignée d'une lumière dorée.
Des collines verdoyantes s'étendaient à perte de vue, parsemées de fleurs géantes, et, au loin, se dressait un château immense. Le vent portait des odeurs sucrées, et tout semblait plus grand, plus vivant, plus magique. Jacques, captivé, marcha jusqu'au château, ses pieds s'enfonçant dans l'herbe épaisse et douce comme un tapis. En arrivant devant l'entrée massive, il se sentit minuscule. Pourtant, il poussa la porte et pénétra dans une vaste salle. Ici, tout était démesuré. Les meubles étaient gigantesques, les chandeliers étaient vastes comme des carrosses, et au milieu de la salle était dressée une table si haute qu'il devait lever la tête pour en voir le sommet. Assis à cette table se tenait un géant. Un géant, ou plutôt une géante. Haute comme 3 hommes, elle avait des cheveux hirsutes et lançait à Jacques un regard incrédule. « Qui es-tu ? Que fais-tu là ?» demanda-t-elle d'une voix de fausset qui contrastait avec son imposante apparence. « Bonjour, madame, » osa Jacques. « Je m'appelle Jacques. Je suis ici pour vous demander quelque chose à manger afin que ma mère et moi ne mourions pas de faim. » « Te donner à manger ? Mais diable, mon enfant, mon mari est un ogre. En fait, de te donner à manger, c'est lui qui va te manger. Cache-toi vite dans le buffet, il pourrait rentrer d'un moment à l'autre. » À peine Jacques s'était-il faufilé dans le meuble, selon les instructions de la géante, qu'il entendit un bruit terrifiant. C'était comme des bruits de pas, mais des pas lourds qui faisaient trembler le sol. Jacques entr'ouvrit la porte du buffet et regarda terrifié une figure colossale entrer dans la pièce. C'était un géant grand comme une montagne, au visage rude et à la barbe drue. Il portait un tablier taché de sang et tenait dans une main un sac rempli de pièces d'or et dans l'autre un ours. Un ours qu'il portait comme s'il s'était agi d'un vulgaire poulet. Le géant posa le sac et l'ours sur la table et déclara d'une voix grondante. « Ça sent la chair fraîche !» Jacques, pétrifié, retint son souffle. Mais la géante répondit à son mari. « C'est cet ours que vous apportez. Donnez-le-moi, je vais le préparer. Vous devez être éreinté après la chasse. » Le géant acquiesça, donna l'ours à sa femme, bâilla, puis s'assit pesamment sur un fauteuil immense avant de s'endormir en ronflant. Jacques, rassemblant tout son courage, se glissa alors hors de sa cachette, se saisit discrètement du sac d'or et s'enfuit à toutes jambes. Il courait aussi vite que lui permettait le poids du sac, et bien vite arriva au plant de haricots. Là, il jeta le sac en bas des nuages, dévala les branches aussi vite qu'il le pouvait, et rentra chez lui. Sa mère, qui le pensait perdu, ne put contenir sa surprise en le voyant descendre de cette plante étrange. D'autant plus que, avec un sourire malicieux, il lui tendit un sac rempli de pièces d'or. Les jours qui suivirent la descente de Jacques furent comme une bouffée d'air frais dans la chaumière. Grâce au sac d'or volé aux géants, ils purent acheter de la nourriture, réparer leur toiture et même aider quelques voisins en difficulté. Mais, petit à petit, le contenu du sac d'or disparaissait, et après quelques mois, il fut entièrement vide. La mère de Jacques s'en accommoda. Après tout, la maison était désormais en bon état, et ils avaient pu acheter une nouvelle vache, ainsi que 2 belles poules pondeuses. Mais quelque chose tiraillait Jacques. Il ne pouvait oublier ce château immense, les arbres fantastiques qui l'entouraient, et tout ce monde qui était au-dessus de leur tête. À présent que le sac était vide, il se demandait quels autres trésors pouvaient se cacher là-haut. Peut-être que s'il pouvait remonter, il pourrait rapporter encore plus de richesses, pour qu'il ne manque jamais de rien. Alors, un matin, pendant que sa mère était occupée à préparer le déjeuner, Jacques se faufila discrètement dehors. Il leva les yeux vers le plant de haricots qui s'élevait vers le ciel
et sans hésiter, recommença à grimper. Le voyage fut aussi long et éprouvant que la première fois, mais Jacques était déterminé. Lorsqu'il émergea à nouveau des nuages, le paysage féerique qu'il avait déjà vu l'attendait. Tout était toujours aussi beau. Mais cette fois, Jacques était plus prudent. Pardi, on ne trompe pas le maître d'un tel domaine impunément. En arrivant au château, il constata que la porte était cette fois entr'ouverte. Il se glissa à l'intérieur et rencontra de nouveau la géante. « Hé, tu es bien culotté de revenir après nous avoir volé un sac d'or. Tu as de la chance que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Mais je te préviens. » Elle parlait encore quand le sol se mit à trembler. Le géant revenait. Vite, l'ogresse ouvrit à nouveau la porte du buffet, et Jacques s'y tapit. Cette fois, l'ogre revenait en portant une harpe. Une harpe intégralement dorée. Sitôt qu'il fut entré, le géant s'exclama. « Ça sent la chair fraîche !» La géante, prenant pitié de Jacques en imaginant le sort horrible qui l'attendait s'il venait à être capturé, s'écria. « Mais non, ce doit être le cochon qui rôtit dans le four !» Le géant leva un sourcil, grogna, renifla et s'assit en disant « Tu as peut-être raison. » Puis il posa la harpe sur la table et, comme s'adressant à elle, il dit « Joue un air. » La harpe se mit alors à jouer une mélodie magnifique. Les notes ruisselaient de ses fils dorés, et le géant, bercé par cette musique, finit par s'endormir dans son grand fauteuil, ses ronflements couvrant même les dernières notes qui émanaient de la harpe. Jacques, fasciné par cet instrument magique, se glissa prudemment hors de sa cachette. Il se saisit de la harpe et bondit hors du château. Il courait aussi vite qu'il le pouvait et bientôt atteignit le plan de haricots, qu'il descendit à toute vitesse. De retour chez lui, Jacques offrit la harpe à sa mère. Et celle-ci, bien que furieuse de son imprudence, fut soulagée de le voir sain et sauf. Elle lui fit néanmoins promettre de ne plus jamais grimper aux haricots. Et ainsi allait la vie dans leur chaumière. Chaque journée était égayée des douces mélodies que produisait la harpe magique, et leur vie s'écoulait, simple et tranquille. Mais un hiver particulièrement rude, la famine survint dans la région. Si Jacques et sa mère étaient à l'abri du besoin grâce à leurs vaches et leurs poules, il n'en allait pas de même pour tout le village, et certains de leurs voisins commençaient à souffrir de la faim. Jacques ne pouvait s'empêcher de repenser au château et à ses richesses. Alors, malgré sa promesse, Jacques décida de grimper une 3e fois au plan de haricots. Il connaissait désormais le chemin et savait à quoi s'attendre. Il se promit d'être rapide et discret. En arrivant au château, Jacques jugea plus prudent de ne pas se faire voir de la géante. Il l'avait en effet déjà berné 2 fois. Il entra donc prudemment et alla se cacher non pas dans le buffet, mais sous une immense bibliothèque qui contenait des livres aussi grands que lui. Au bout d'un moment, il entendit à nouveau les pas du géant et le vit surgir dans le château, portant un solide sac de jute. Sitôt entré, il renifla et s'écria. « Ça sent la chair fraîche !» Et cette fois, sa femme, loin de le détromper, se joignit à lui dans ses recherches. Elle regarda tout d'abord dans le buffet où Jacques s'était caché les 2 premières fois, puis derrière les rideaux, sous la table, dans le vaisselier. Ils regardèrent même par acquis de conscience sous le tapis, mais par miracle, ils ne trouvèrent pas Jacques. « Ah, ce doit être c'est toi qui nous brouille l'odorat !» finit par dire la géante. Et tous 2 abandonnèrent les recherches. Alors le géant s'assit à table, comme à son habitude. Il sortit de son sac une oie. Une oie toute simple,
avec des plumes grises et un bec orange, avec cet air un peu hautain qu'ont toutes les oies, bref, une oie parfaitement normale. Pourtant, le géant l'observait, et manifestement il attendait quelque chose. Au bout de quelques minutes, Jacques vit l'oie s'asseoir, remuer les plumes de la queue et se relever. Et tiens-toi bien, à l'endroit où l'oie s'était assise, il y avait un œuf. Mais pas n'importe quel œuf, un œuf en or. Le géant s'en saisit et le contempla en disant « Ainsi on ne m'avait pas menti. Cette oie pond réellement des œufs en or. » Le géant se mirait dans l'œuf doré. Il l'examinait sous toutes les coutures, le faisait jouer entre ses gros doigts potelés et finalement, comme à son habitude, s'endormit. Alors Jacques se glissa hors de sa cachette et approcha prudemment pour se saisir de cette oie au pouvoir si incroyable. Mais dès qu'il posa les mains sur elle, l'oie émit un caquettement strident qui résonna dans tout le château. Le géant se réveilla et se trouva nez à nez avec Jacques, qui, manifestement, était en train de voler son oie. Il se mit à hurler. « Ah, tu vas voir, gredin! Au voleur !» Et il se lança à sa poursuite. Jacques, en effet, sans demander son reste, s'était saisi de l'oie et s'était élancé dehors. Il courait aussi vite qu'il le pouvait et arriva bientôt au sommet du plant de haricots, qu'il saisit et descendit à une vitesse vertigineuse. Mais cette fois, le géant était déterminé à ne pas le laisser filer. Il commença à descendre lui aussi. Jacques, voyant le géant le suivre, descendit encore plus vite. Et lorsqu'il arriva au sol, il cria à sa mère « Mère, apportez-moi une hache, vite !» Sa mère, paniquée, courut chercher une vieille hache rouillée qui traînait dans leur remise. Et Jacques commença à frapper le plant de haricots de toutes ses forces. Lorsqu'il donna le dernier coup, la tige immense se mit à vaciller. Le géant, qui était toujours en train de descendre, poussa un cri de terreur, et la plante gigantesque s'effondra, l'entraînant dans sa chute. Jacques et sa mère regardèrent le ciel dégagé, où il ne restait plus aucune trace du haricotier. Ils se serrèrent dans les bras, soulagés que tout soit terminé. Avec l'oie aux œufs d'or, leur vie changea pour toujours. Ils ne manquèrent plus jamais de rien, et n'oublièrent pas de toujours ouvrir leurs portes à ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi, Jacques devint un jeune homme respecté, connu de tous pour son courage et sa générosité. Conte et raconte le dragon qui avait peur du noir. Dans une montagne escarpée, où le vent sifflait entre les pics rocheux, se trouvait une immense grotte aux parois noircies par les flammes. C'est là que vivait une grande famille de dragons. Et parmi eux, un jeune dragon, pas plus grand qu'un cheval, ce qui est tout petit pour un dragon. Il avait des écailles rougeoyantes et des yeux pétillants d'intelligence. Il s'appelait Flamèche. Flamèche était vif et curieux, toujours prêt à s'envoler, à jouer ou à souffler de petites gerbes d'étincelles pour s'amuser. Mais il avait un secret qu'il n'osait avouer à personne. Il avait peur du noir. Oh, bien sûr, un dragon se doit d'être courageux. Ses parents lui avaient appris à rugir fort, à battre des ailes puissamment et à cracher du feu avec fierté. Mais dès que le soleil se couchait, dès que l'obscurité envahissait la grotte, Flamèche était pris d'une peur incontrôlable. Son cœur s'emballait, son souffle devenait court, et, dans un réflexe, il crachait du feu pour éclairer la grotte.
Le problème, c'est qu'il ne vivait pas seul. Dans la grotte familiale, la nuit était censée être un moment de calme. Les dragons, après une longue journée à chasser et à voler, s'installaient sur leur tas d'or ou de pierres précieuses et sombraient dans un sommeil profond. Mais depuis que Flamèche était là, les nuits étaient devenues agitées. « Aïe, mes écailles !» grognait son grand frère lorsque Flamèche réveillait tout le monde avec un souffle ardent. « Oh, c'est encore ce petit !» râlait une vieille dragonne en déployant ses ailes pour se protéger. « Il y a trop de lumière, impossible de dormir !» se plaignaient les plus jeunes dragons. Et même ses parents, pourtant bienveillants, ne savaient plus trop quoi faire. Son père, un immense dragon aux écailles dorées, lui avait donné une pierre de lave brillante à garder près de lui. Mais dès qu'elle s'éteignit un peu, Flamèche paniquait à nouveau et soufflait des flammes de plus belle. Sa mère tentait de le rassurer. « Le noir n'est pas dangereux, Flamèche. Regarde, tout est calme. Il n'y a rien à craindre. » Alors Flamèche essayait de se convaincre que, effectivement, le noir n'était pas dangereux. Mais rien n'y faisait. Chaque nuit, il avait peur, et chaque nuit, il illuminait la grotte de ses flammes, empêchant ainsi tout le monde de dormir. Après plusieurs semaines à supporter ces feux nocturnes, ses parents décidèrent qu'il fallait trouver une solution. « Allons voir le sage Saphir. Il saura t'aider. » Saphir était un dragon très ancien, aux écailles bleues et aux yeux pleins de sagesse. Il vivait au sommet de la montagne, là où peu de dragons osaient aller à cause des vents glacés. Flamèche frissonna à l'idée de lui parler. Et s'il se moquait de lui? Mais il voulait que tout le monde soit fier de lui. Alors il prit une grande inspiration et s'envola vers le sommet, bravant les vents et la brume du matin. Lorsqu'il arriva, le vieux dragon était assis devant sa caverne, observant l'horizon. « Je t'attendais, petit dragon, » dit-il d'une voix calme. Flamèche s'étonna. Comment savait-il qu'il allait venir? « Tes parents m'ont prévenu. Dis-moi, pourquoi as-tu si peur du noir ?» Flamèche hésita. Il baissa les yeux, puis avoua d'une voix tremblante. « Je ne sais pas. Quand il fait noir, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et en même temps que je suis tout seul. Alors je souffle du feu pour être rassuré. » Saphir hocha la tête et sourit doucement. « Le noir n'est pas ton ennemi, Flamèche. Il cache des merveilles que la lumière empêche de voir. Dis-moi, voudrais-tu les découvrir ?» Flamèche hocha timidement la tête. Alors Saphir lui proposa un défi. Passer une nuit entière dehors sans souffler de feu. « Ouvre bien tes yeux, tes oreilles et ton cœur. Et si tu veux allumer du feu, attends, juste un peu. Et avant, regarde autour de toi. » Le soir venu, Flamèche s'installa sur un grand rocher. Et bientôt il sentit le noir l'entourer, l'envelopper comme une immense cape. Il voulut souffler une flamme, mais il se rappela les paroles du sage. Alors il attendit. Il attendit et peu à peu, il vit. Il vit d'abord le ciel, qui s'illuminait de milliers d'étoiles, scintillant comme des diamants. Jamais il ne les avait vues aussi brillantes. Puis, en tendant l'oreille, il entendit le bruissement du vent, le chant discret d'un hibou et le murmure de la rivière en contrebas. Le noir n'était pas vide, il était vivant. Il était vivant de plein de merveilles qu'il n'avait jamais vues. Pour la première fois, Flamèche ne se sentait pas seul dans l'obscurité. Il était émerveillé. Longtemps, il écouta le souffle du vent et admira les étoiles. Et finalement, il s'endormit.
Le lendemain matin, il retourna à la grotte, rayonnant de fierté, car ça y était, il n'avait plus peur du noir. Cette nuit-là, il s'installa comme d'habitude. Mais, cette fois, il ne souffla pas de feu. Les dragons attendirent. Rien. « Il dort, enfin !» murmura son frère. Et toute la grotte put enfin sombrer dans un sommeil paisible. À partir de ce jour, Flamèche n'eut plus jamais peur du noir. Il devint même celui qui racontait les plus belles histoires à propos de la nuit. Il décrivait la voie lactée, le vol silencieux des chouettes et le vent dans les montagnes. Car il avait compris que le noir n'était pas un ennemi et qu'il était plein de magie. Et maintenant, lorsqu'il ferme les yeux pour dormir, il sourit, car il sait que l'obscurité ne cache rien d'effrayant, mais seulement des merveilles à découvrir. Conte et raconte le lutin aux cheveux de pierre. Dans une grande forêt, où les arbres murmuraient des secrets au vent et où les ruisseaux chantaient doucement entre les pierres, vivait un petit lutin nommé Patatruc. Sa cabane en bois, perchée au sommet d'un vieux chêne, était visible de loin, grâce aux rideaux rouges qui encadraient ses fenêtres. Patatruc y vivait seul. Mais il n'était jamais en manque de compagnie. Malheureusement, cette compagnie n'était pas toujours volontaire. Patatruc était connu pour ses blagues facétieuses, souvent au détriment des autres habitants de la forêt. Un matin, alors que la lumière dorée de l'aube inondait la forêt, Patatruc se réveilla en sursaut. Il ouvrit les yeux, mais tout était noir. « Quoi ? Mais qu'est-ce que... » murmura-t-il paniqué. Il cligna des yeux, frotta son visage, mais rien ne changea. « Je suis aveugle !» s'écria-t-il, sautant hors de son lit. Sa petite cabane, habituellement si familière, était devenue un véritable labyrinthe. Il tâtonna jusqu'à sa fenêtre et ouvrit les rideaux. Les rayons du soleil effleurèrent sa peau, il entendit les oiseaux chanter, mais l'obscurité persistait. « C'est un cauchemar !» Tentant de descendre, il se heurta au mur, trébucha sur une chaise et finit par tomber lourdement de son échelle, atterrissant dans un buisson, les ronces lui griffant la peau. « Aïe, cette journée commence vraiment mal !» Désorienté, Patatruc se mit à marcher à tâtons dans la forêt. Mais chaque pas semblait le mener à un nouvel obstacle, une racine, un tronc, un nid d'abeilles qu'il évita de justesse, et finalement, épuisé, il s'assit sur une pierre moussue et éclata en sanglots. Ses pleurs, désespérés et inhabituels, attirèrent une petite fée qui passait par là. Elle s'approcha prudemment, car elle connaissait bien Patatruc et ses habitudes facétieuses. « Patatruc, pourquoi pleures-tu » demanda-t-elle, perchée sur une branche proche. « Je suis aveugle » répondit-il entre deux sanglots. « Je ne vois plus rien, c'est horrible !» La fée, intriguée, s'approcha davantage et observa Patatruc. Puis elle éclata de rire. « Aveugle ? Mais pas du tout, voyons !»« Si, je te jure que... » Et avant qu'il ne puisse finir, la fée vola jusqu'à lui et d'un geste vif souleva ses cheveux. Ceux-ci, longs et emmêlés, formaient un rideau épais devant ses yeux. « Voilà !» dit-elle en riant. « C'était juste tes cheveux !» Patatruc ouvrit enfin les yeux et cligna plusieurs fois, ébloui par la lumière. « Oh, merci !» bredouilla-t-il, rouge de honte. La fée, toujours souriante, ajouta. « Il faudrait vraiment aller chez le coiffeur. Et écoute, Patatruc,
Fais attention avec tes blagues. Un jour, quelqu'un pourrait vraiment te jeter un mauvais sort. » Patatruc hocha la tête, promettant d'être plus sage. Mais, fidèle à lui-même, il oublia bien vite sa promesse. Plus tard dans la journée, alors qu'il se promenait gaiement, Patatruc aperçut un hamac, suspendu entre deux grands pins. Un nez crochu et un chapeau pointu dépassaient du bord, et le hamac oscillait doucement au rythme des ronflements puissants de son occupant. L'occasion était trop belle. Un sourire espiègle illumina le visage de Patatruc. « Oh, ça va être drôle !» pensa-t-il en se frottant les mains. Il se cacha derrière un arbre, prit une grande inspiration et cria « Au feu ! Au feu ! Au feu !» Le hamac se mit à bouger frénétiquement et une sorcière qui dormait là, prise par surprise, tomba et bascula et tomba lourdement sur le sol. Elle se releva furieuse, se frottant les fesses. « Qui ose me déranger ?» rugit-elle, son regard flamboyant balayant les environs. Patatruc, plié en deux de rire, n'arrivait même plus à répondre. La sorcière furibonde brandit sa baguette. « Puisque tu te moques des autres, tes cheveux seront aussi raides et durs que la pierre, aussi raides et durs que ton cœur. » D'un éclair de lumière, ses cheveux se figèrent, formant un casque rigide qui emprisonnait ses yeux. « Non !» s'écria Patatruc. « Je suis désolé, je ne recommencerai plus !» Mais la sorcière haussa les épaules. « Trop tard, Patatruc, c'est ta punition. Peut-être qu'un jour tu comprendras. » Et dans un tourbillon de fumée, elle disparut, laissant Patatruc seul, et cette fois réellement aveugle. Patatruc, désespéré, se tailla un bâton qu'il peignit en blanc. Au début, il errait de ci de là, maladroitement, trébuchant sur tout ce qui se trouvait sur son chemin. Mais petit à petit, il apprit à se repérer et à écouter attentivement les sons de la forêt. Avec le temps, il découvrit aussi une nouvelle manière d'interagir avec le monde. Incapable de faire ses blagues habituelles, il se mit à aider les autres. Il portait des provisions pour un renard fatigué, il guidait un hérisson égaré, il berçait les bébés oiseaux dans leur nid. Et un jour, alors qu'il se promenait, il entendit des pleurs. Guidé par le son, il s'approcha et trouva un bébé seul et effrayé. « Là, petit, ne pleure pas !» murmura Patatruc. Il entonna une douce berceuse, et le bébé se calma presque instantanément. « Merci d'avoir apaisé mon enfant !» dit une voix proche. Surpris, Patatruc répondit timidement. « Oh, ce n'était rien. »« Vous savez, vous devriez vous couper les cheveux !» ajouta la voix. « C'est un mauvais sort, » répondit Patatruc. « Ses cheveux sont aussi durs que la pierre. »« Je suis coiffeur, » dit la voix. « Peut-être puis-je essayer ?» Patatruc hésita, puis acquiesça. « Essayez, mais je doute que vos ciseaux y parviennent. Vous risquez juste de les casser. » Le coiffeur sortit sa meilleure paire de ciseaux et coupa une mèche de cheveux. À la surprise générale, un œil de Patatruc apparut. « Oh !» s'écria Patatruc. Un deuxième coup de ciseau libéra son autre œil, et Patatruc éclata de joie, retrouvant à nouveau la lumière du soleil. À ce moment, la sorcière et la fée apparurent. « Tu vois, Patatruc, » dit la sorcière, « tes cheveux étaient aussi durs que ton cœur égoïste. Mais à force de rendre service aux autres, ton cœur s'est adouci, et tes cheveux aussi. » La fée ajouta avec douceur. « Peut-être que ce mauvais sort était la leçon dont tu avais besoin. » Patatruc, les larmes aux yeux, les remercia. « Oui, je ne referai jamais mes vieilles bêtises, » promit-il. Et cette fois, il tint sa promesse. Depuis ce jour, Patatruc continua à vivre dans la forêt. Il restait facétieux,
Mais ces blagues n'étaient plus jamais méchantes. Et lorsqu'il passait près des animaux ou des créatures qu'il avait aidées, il recevait de nombreux sourires de reconnaissance. On raconte encore son histoire dans toute la forêt, comme étant celle du lutin facétieux qui avait appris à écouter son cœur. Conte et raconte la sorcière du lac. Il était une fois, dans une vallée verdoyante entourée de montagnes, 2 jeunes bergers, Tugdual et Guilhem. Chaque matin, ils menaient leur troupeau de moutons sur les collines. Guilhem, aux cheveux châtains, ondulés et aux yeux bleus, était le plus réfléchi des 2. Son regard semblait toujours plongé dans ses pensées. À ses côtés, Tugdual, son petit frère, plus fougueux, avait les cheveux raides et sombres, et ses yeux noisettes brillaient toujours d'une lueur intrépide. Un après-midi, alors qu'ils faisaient paître leurs moutons près du village, ils entendirent un groupe de paysans discuter d'un ton grave, non loin d'eux. Intrigués, les 2 frères s'approchèrent, tendant l'oreille. « C'est le 3e enfant cette semaine !» disait un vieux paysan, la voix tremblante. « On ne peut plus les laisser jouer près du lac. C'est trop dangereux. » « Mais que pouvons-nous faire? La sorcière qui y réside emporte tout, » répondit un second. « Personne n'a jamais réussi à la chasser. » Tugdual et Guilhem échangèrent un regard. Une sorcière? Des enfants qui disparaissaient? C'était leur vallée, leur village. Ils ne pouvaient décemment pas rester les bras croisés. Quels enfants ont disparu? Que se passe-t-il exactement? Les paysans se tournèrent vers les 2 jeunes bergers. Ils les connaissaient très bien après tout. Tugdual et Guilhem étaient jeunes, mais ils avaient déjà prouvé leur courage à plusieurs reprises. 3 enfants du village ont disparu près du lac Noir, expliqua l'un des hommes. On raconte qu'une sorcière vit dans les eaux. Les enfants y vont pour jouer, mais ils ne reviennent jamais. Une sorcière, murmura Guilhem, l'air pensif. Le fait qu'elle vive sous l'eau pourrait expliquer pourquoi personne ne l'a jamais vue. Nous irons voir ce qui s'y passe, annonça Tugdual d'un ton ferme. Nous devons faire quelque chose. Les paysans voulurent les dissuader, mais les 2 frères étaient déjà partis, déterminés à affronter cette mystérieuse menace. Le chemin jusqu'au lac était sinueux, et plus ils s'approchaient, plus l'air devenait lourd, comme chargé d'une étrange magie. Lorsqu'ils atteignirent enfin la rive, une étrange sensation les envahit. Le lac, les eaux sombres, tout cela semblait figé sans aucun mouvement. Tout autour, des pierres de formes étranges étaient disséminées. En s'approchant, ils se rendirent compte que ces pierres avaient des formes humaines. « Oh ! Ce sont les enfants pétrifiés !» murmura Guilhem. Et soudain, un éclat scintillant troubla la surface de l'eau. Un léger clapotis, puis des ondes qui s'élargissaient. Quelque chose émergeait du lac. Lentement, une silhouette sortit des eaux. Une sorcière. Ses cheveux semblaient faits d'algues vertes, et son corps couvert d'écailles bleutées miroitait sous la lumière. Son visage était ridé et cruel. « Bienvenue, jeune berger !» grinça-t-elle d'une voix sifflante. « Vous venez enquêter sur la disparition des enfants? Ah, ces petits curieux qui s'aventurent trop près de mes eaux. Ils sont si nombreux à avoir voulu jouer ici. » Tugdual se mit en garde, serrant son bâton tel une épée. Mais la sorcière éclata de rire, sa voix résonnant sur la surface du lac. « Je ne suis pas d'humeur à me battre aujourd'hui. Au lieu de cela, je vous propose un jeu.
Si vous gagnez, je vous laisserai partir. Mais si vous échouez, vous rejoindrez les autres transformés en pierre. » Guilhem, le cœur battant, se tourna vers Tugdual. C'était risqué, mais refuser serait sans doute pire. Ils acceptèrent le défi. La sorcière plissa les yeux, puis lança d'une voix froide. « Voici ma première énigme. Je suis léger comme une plume, et pourtant personne ne peut me tenir bien longtemps. Qui suis-je » Les deux bergers se regardèrent, perplexes. Puis au bout de quelques instants, Guilhem, toujours si réfléchi, sourit doucement. « Je sais, c'est le souffle, dit-il. Personne ne peut retenir sa respiration bien longtemps, et pourtant le souffle est léger comme l'air. » Un sifflement mécontent s'échappa des lèvres de la sorcière. « Bien joué, mais ne partez pas si vite. Je vous propose un autre défi. Si vous réussissez une seconde énigme, je libérerai tous les enfants pétrifiés ici. Mais si vous échouez, vous serez les prochains. » Tugdual prit une profonde inspiration. « Nous acceptons. » La sorcière sourit, ses écailles brillaient sous les derniers rayons du soleil. « Très bien, voici l'énigme. Je n'ai pas de voix, mais je parle. Je n'ai pas d'aile, mais je voyage. Qui suis-je » Le temps sembla ralentir. Tugdual fronça les sourcils, réfléchissant intensément. Puis il leva les yeux vers les montagnes environnantes, comme pour y chercher une réponse. Puis un cri sortit de sa gorge. « L'écho ! L'écho !» s'exclama-t-il. « Il répète les sons, mais n'a pas de voix. Il voyage à travers les montagnes, mais il n'a pas d'ailes. » Un grondement sourd se fit entendre dans les profondeurs du lac. La sorcière était furieuse, mais elle respecta sa promesse. Les enfants pétrifiés commencèrent lentement à reprendre vie, leurs membres redevenaient de chair et d'os. « Très bien, vous êtes plus malin que je ne le pensais. Mais je vous propose une dernière épreuve, siffla-t-elle. Si vous réussissez cette troisième énigme, je quitterai ce lac pour toujours. Mais si vous échouez, vous resterez ici à tout jamais sous forme de pierre. » Le cœur battant, Guilhem hocha la tête. « L'occasion est trop belle. Nous sommes prêts. » La sorcière plissa les yeux et murmura d'une voix traînante. « Voici la dernière énigme. Je commence la nuit et termine le matin. Qui suis-je » Guilhem et Tugdual se regardèrent. Les battements de leur cœur résonnaient dans le silence du lac. Puis Guilhem, observant le ciel qui s'assombrissait peu à peu, répondit calmement. « C'est l'étoile. Elle brille au début de la nuit et disparaît à l'aube. » Un cri s'éleva alors du lac. La sorcière, hurlant de rage, se dissout dans l'eau en une vague écumeuse qui se retira aussitôt dans les ténèbres. Elle disparut pour toujours, libérant ainsi le lac de sa malédiction. Les enfants, redevenus eux-mêmes, entourèrent Tugdual et Guilhem, les remerciant de tout cœur. Ensemble, ils retournèrent au village, où ils furent accueillis comme des héros. Les cloches sonnèrent à toute volée, et tous chantèrent les louanges des deux jeunes bergers qui avaient délivré les leurs du mal. Et depuis ce jour, le lac est resté calme, et jamais plus aucun enfant n'y a disparu. Je le sais, j'y allais quand j'étais jeune, et je suis toujours là. Conte et raconte le bonhomme de pain d'épices. Il était une fois, dans la lointaine Russie, un pauvre fermier et une fermière. Ils habitaient une jolie petite isba
en bordure d'une forêt sauvage. Un beau jour, alors que le fermier était parti travailler au champ, la fermière se dit « Oh là là, l'hiver est rude. Je pourrais préparer quelque chose d'agréable. Je sais, je vais nous préparer un bonhomme de pain d'épices. » Aussitôt dit, aussitôt fait. La fermière s'activa au fourneau et bientôt cuisait dans le four le plus magnifique bonhomme de pain d'épices que l'on eût pu imaginer. Avec des boutons, un joli nœud papillon, de magnifiques joues rouges et du glaçage sur les bras et les jambes. En sortant du four, le bonhomme de pain d'épices était encore un peu chaud. La fermière décida donc de le poser sur la fenêtre pour qu'il refroidisse. Mais, alors qu'elle avait le dos tourné, le bonhomme de pain d'épices se leva, sauta de la fenêtre et commença à sortir tranquillement. La fermière vint le voir. « Mais, qu'est-ce que tu fais ?»« Je suis le bonhomme de pain d'épices, » répondit le bonhomme de pain d'épices. « Je suis fait avec du bon miel et de la cannelle, cours par-ci, cours par-là, tu ne m'attraperas pas. » Et au moment où il chantait ces paroles, le bonhomme de pain d'épices s'enfuit à toutes jambes. La fermière le poursuivit. En sortant de la ferme, le bonhomme de pain d'épices, toujours courant, passa devant le fermier, qui fut très étonné. « Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme ?» se dit-il. « Je suis le bonhomme de pain d'épices. Je suis fait avec du bon miel et de la cannelle, cours par-ci, cours par-là, tu ne m'attraperas pas. » Et le bonhomme de pain d'épices se remit à courir, avec à ses trousses cette fois, le fermier et la fermière. Comme il passait au bord d'un lac, un canard l'aperçut. « Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme ?»« Je suis le bonhomme de pain d'épices, » répondit-il. « Je suis fait avec du bon miel et de la cannelle, cours par-ci, cours par-là, tu ne m'attraperas pas. » Et à nouveau, le pain d'épices s'enfuit, avec à ses trousses un canard, un fermier et une fermière. Il courut longtemps et vint à passer devant un pré, dans lequel broutait paisiblement une vache. Voyant cet étrange convoi, elle s'approcha. « Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme ?»« Je suis le bonhomme de pain d'épices, » s'entendit-elle répondre. « Je suis fait avec du bon miel et de la cannelle, cours par-ci, cours par-là, tu ne m'attraperas pas. » Et à nouveau le bonhomme de pain d'épices se mit à courir, poursuivi par une vache, par un canard, par le fermier et par la fermière. En courant, il s'enfonça dans la forêt. Et ce qui devait arriver arriva, notre pain d'épices rencontra un ours. « Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme ?» N'ayant nullement peur, le bonhomme de pain d'épices s'avança et dit « Je suis le bonhomme de pain d'épices. Je suis fait avec du bon miel et de la cannelle. Cours par-ci, cours par-là, tu ne m'attraperas pas. » Et il détala à toutes jambes, poursuivi cette fois par un ours, par une vache, par un canard, par un fermier et par une fermière. Avec tout le monde à ses trousses, il s'aventura plus loin dans la forêt et rencontra bientôt un renard. Très étonné, le renard s'approcha. « Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme ?»« Je suis le bonhomme de pain d'épices. Je suis fait avec du bon miel et de la cannelle. »« Pouah !» s'écria le renard. « De la cannelle ? Je n'aime pas du tout la cannelle. Oh, je suis allergique à la cannelle. Oh, non, pas du tout. Mais, mon ami, je vois que tu es poursuivi. Tu vas avoir besoin d'aide pour traverser cette rivière glacée. Toi, bonhomme de pain d'épices, tu gèlerais. Mais moi,
renard avec ma fourrure, je puis traverser. Monte sur mon dos, je t'aiderai. Jamais, tu risques de me manger. Te manger? Mais je viens de te le dire, je n'aime pas la cannelle. Monte sur mon dos, comme ça tu ne risqueras rien. Ainsi fut fait. Le bonhomme de pain d'épices sauta sur le dos du renard, qui s'élança et commença à nager à travers la rivière. Mais l'eau était tumultueuse à cet endroit, et bientôt, le renard commença à avoir le dos mouillé. « Bonhomme de pain d'épices, dépêche-toi, monte sur ma tête. Mon dos est mouillé, tu vas bientôt te noyer. » Le bonhomme de pain d'épices accepta, et bientôt il monta sur la tête du renard. Mais la rivière était très profonde, et le renard commençait à avoir de l'eau sur la tête. « Bonhomme de pain d'épices, monte vite sur mon nez. Ma tête est mouillée, tu risques de te noyer. » Ainsi fut fait. Le bonhomme de pain d'épices monta sur le nez du renard. Mais au moment même où son pied touchait le museau de ce dernier, le renard le dévora d'un coup. Ayant repris pied sur la rive opposée, il regarda l'ours, la vache, le canard, le fermier et la fermière qui le regardaient dépités. « Mes amis, leur dit le renard, savez-vous, face au bonhomme de pain d'épices, il n'est pas nécessaire d'être rapide, il suffit parfois d'être le plus malin. » Conte et raconte la bûche merveilleuse. Il y a bien des années, vivait dans un pauvre village du département de l'Oise un bûcheron nommé Mathurin Pluchet. Il travaillait tout le jour dans la forêt de Compiègne, et chaque soir, la cognée sur l'épaule, il rentrait dans l'humble maison qui abritait sa femme et ses 7 enfants. Ce brave homme n'était pas heureux. Ce n'était pas qu'il ne possédait pas les éléments du bonheur, il avait une excellente femme et de beaux enfants. Mais il était affreusement pauvre, et le souci du lendemain faisait défaillir son cœur. L'année avait été particulièrement dure pour Mathurin. Sa femme et son plus jeune fils avaient été malades durant 2 mois, et lui-même, atteint de rhumatisme, avait dû interrompre pendant 3 semaines le pénible labeur qui le faisait vivre, lui et les siens. Mathurin possédait une petite maison que lui avait léguée son père. Une pauvre masure entourée de 2 arpents de terre. Il n'avait pu se résoudre, même dans des jours bien difficiles, à céder à des étrangers ce coin où il avait vécu 45 ans. Mais sa misère était si grande cette année-là que pour donner seulement du pain à ses enfants, il allait être obligé de vendre au moins la terre qui entourait la maison. Il sentait le moment de ce sacrifice très proche, et son cœur se serrait en y pensant. Autrefois, Mathurin avait eu l'espoir que de cette bonne terre où poussaient des légumes à l'ombre d'un vieux châtaignier, lui viendrait une grande fortune. Et pendant 15 ans, il avait bercé de ce rêve sa femme Annette. En effet, son père lui avait juré en mourant qu'un trésor était caché dans le terrain qu'il lui léguait. Un trésor considérable, enfoui en 1793 par le marquis de Pressac d'Arlincourt, chez qui son bisaïeul était palefrenier, et qui était mort en exil sans héritier. Le bûcheron, au jour d'angoisse où ses petits pleuraient de faim et de froid, avait bien des fois, comme l'avait fait son père lui-même, tourné et retourné son champ. Pour la dernière fois, avec une rage désespérée, il fendit et souleva la terre durcie par la gelée. Hélas, ce fut en vain. Il ne trouva rien. La veille de Noël était arrivée. Et, tandis que dans beaucoup de familles on préparait de joyeux réveillons et des surprises pour les enfants, Mathurin rentrait de la forêt, désespéré de n'apporter à sa femme que 20 sous pour faire vivre leurs enfants pendant une semaine. Il n'avait pas pu obtenir plus d'argent. Sa petite fille Sylviette vint l'embrasser.
« Papa, dit-elle en se blottissant dans les bras du bûcheron, il fait bien froid. Est-ce que tu nous apportes du bois pour nous chauffer ?» En voyant que son père n'apportait rien, Sylviette, la jolie petite fille blonde que le bûcheron adorait, laissa couler une larme. Alors Mathurin, sans hésiter, prit une grande décision. Il saisit sa hache et sortit vivement de la maison. Il y avait, dans le terrain que lui avait légué son père, un seul arbre, un châtaignier, qui y passait pour avoir bien 500 ans. Tous les automnes, ce vieil arbre aidait la famille à vivre, car il produisait beaucoup de fruits qu'on vendait bien. Mais cette année, le châtaignier n'avait rien produit, et le bûcheron craignait même que son vieil arbre, son ancien et fidèle ami, fût mort. Il avait même perdu tout espoir de lui revoir jamais une feuille, depuis l'avant-dernière nuit où un violent orage l'avait à demi déraciné. Il s'approcha du châtaignier, et, de ses bras tremblants, étreignit une dernière fois son gros tronc rugueux couvert de crevasses et de cicatrices. Mathurin, qui, de son métier, abattait tous les jours des arbres centenaires, avait le culte des vieux arbres. Bien souvent, il avait dit qu'il aimerait mieux mourir que de couper celui qui lui appartenait. Il s'agenouilla devant son cher châtaignier en disant « Vieil ami, pardonne-moi. Je t'ai confié depuis plus de 40 ans mes joies et mes chagrins. Je t'aime, mais je ne puis pas supporter que mes enfants aient froid. Puisque tu es mort, je vais te sacrifier pour qu'ils se chauffent bien ce soir. » Le bûcheron se releva et lança contre l'arbre de violents coups de hache. Le vieux châtaignier craqua et s'affaissa lourdement sur le sol. Mathurin porta dans sa cheminée la plus belle bûche de Noël qu'on eût pu voir. Une bûche que des princes auraient enviée pour leurs enfants. Puis, sans souci de la façon dont on vivrait le lendemain, il reprit les 20 sous qu'il avait posés sur la table et alla acheter du pain, du lait, du chocolat et du beurre. Il dit à sa femme de préparer un réveillon de Noël pareil à celui de l'année de leur mariage. Et comme elle le regardait avec étonnement, il lui dit « Je veux que nos enfants soient heureux ce soir. » Sa femme, Annette, les yeux pleins de larmes, embrassa avec une tendresse profonde son mari, et elle mit sur la table vermoulue une nappe blanche soigneusement reprisée. Elle installa dans un vieux plat de faïence de longues tartines de beurre et prépara le chocolat. Pendant ce temps, Mathurin avait allumé au fond de la haute cheminée la bûche de Noël. Les enfants entrèrent. Les plus jeunes battirent des mains de plaisir. Les aînés eurent des larmes d'émotion dans les yeux en se rappelant soudain les veillées de Noël du temps où ils étaient tout petits et où leurs parents n'étaient pas encore très pauvres. Toute la famille s'était rangée autour de la cheminée. La flamme claire, chaude et sympathique était pour tous une réjouissance encore plus grande que le réveillon. Les enfants regardaient danser les flammes jaunes, roses et bleues. Ils commentaient en riant la scène féerique qu'elles éclairaient au fond de la cheminée. « C'est, dit une des petites filles, la fée des forêts qui distribue des cadeaux aux enfants sages. Je voudrais bien connaître une fée. »« Mais tu sais bien qu'il n'en existe plus, dit le plus jeune des garçons. »« Il n'y en a jamais eu, dit Pierre l'aîné. Mais j'espère qu'un jour viendra où il y en aura. Que leur demanderais-tu, toi, Sylviette ? » ?»« Moi, une belle poupée qui dit papa et maman. »« Et toi, Thibaut ? » ?»« Moi, un violon pour jouer de la musique. »« Et toi, Zoé ? » ?»« Moi, un grand châtaignier tout neuf pour remplacer celui que papa aimait tant. »« Et toi, Lise ? » ?»« Moi, je voudrais un beau château où vous viendriez tous avec moi. Un château où il y aurait du feu dans toutes les cheminées et des gâteaux sur toutes les tables. »« Et toi, Michel ? » ?»« Moi, je voudrais une grande forêt dont papa serait maître et où il pourrait ne jamais couper d'arbres. »« Et toi, Jeanne, enfin ? » ?»« Moi, je voudrais une robe de soie blanche et un collier de perles pour que je puisse, comme Cendrillon, épouser le fils d'un roi. »« C'est bien, dit Pierre. Moi, je demanderai seulement aux fées de l'argent, afin que je puisse aller au collège. Je voudrais tout apprendre et devenir un grand homme. » Mathurin et Annette écoutaient les vœux de leurs enfants et pleuraient de ne pouvoir réaliser ses rêves. Mais soudain, la grosse bûche se fendit et un étrange bruit se fit entendre. Des disques de métal brillant tombèrent entre les chenets et roulèrent devant le foyer. Les enfants avaient cessé de parler et s'étaient reculés avec une vague inquiétude, les uns craignant qu'un accident fût arrivé à la cheminée, et les autres imaginant peut-être que le Papa Noël avait lui-même jeté des sous dans le vieux tuyau enfumé. Annette,
les yeux fixés sur son mari, semblait pressentir le miracle et restait pétrifié. Tremblant d'émotion, Mathurin s'approcha, s'accroupit devant le foyer et avec des pincettes attira quelques pièces. Il en souleva une et l'examina un instant à la lueur de la flamme. C'était une monnaie d'or. À ce moment, la bûche s'effondra tout à fait, et d'autres pierres roulèrent, puis d'autres encore, et ce fut soudain sur le bord du foyer un ruissellement d'or. Cette nappe de lumière fauve éclaira d'une lueur fantastique la chambre de misère, et les enfants du pauvre bûcheron crurent voir passer devant leurs yeux ébahis une vision féerique. « Annette, mes enfants chéris !» s'écria le bûcheron. « Nous sommes riches. Le trésor était en fait caché dans notre vieux châtaignier. En brûlant, la bûche s'est fendue et l'a libérée. Ma chère femme, nous allons enfin être heureux, et vous, mes enfants, vous pourrez réaliser vos souhaits. » Ils passèrent cette nuit-là, leur première veillée de Noël, loin de la pauvreté.